Charles Baudelaire est un poète majeur du XIXe siècle. Poète inclassable, il est romantique, parnassien, mais il sera aussi le précurseur du symbolisme et va donc inspirer des générations de poètes après lui comme Rimbaud ou les surréalistes ou Yves Bonnefoy. Baudelaire est quelqu'un qui révolutionne la poésie par ses thèmes. C'est dans le mal que le poète doit cueillir les fleurs nouvelles de la modernité. Il faut qu'il trouve au sein de la laideur du monde une beauté nouvelle et qu'il la métamorphose. C'est la fameuse expression « j'ai pris ta boue et j'en ai fait de l'or ». C'est là qu'est l'alchimie poétique, qui permettra de faire resplendir la beauté et la spiritualité perdue. Et c'est ce qui rend le projet baudelairien unique et sans précédent. Ce projet, évidemment, s'incarne dans le recueil Les Fleurs du Mal. Recueil publié en vers pour la première fois en 1857, et qui va choquer la France bien pensante du Deuxième Empire. Aussi, ce recueil fera l'objet d'un procès pour immoralité. Dans ce recueil s'affrontent spleen et idéal. Mais la structure du recueil fait apparaître une descente de l'idéal vers le spleen, c'est-à-dire vers l'angoisse existentielle face à l'ennui, au temps, à la solitude, à l'impossibilité à trouver un sens. Les paradis artificiels peuvent alors sembler la voie pour atteindre à l'idéal et échapper au spleen. Dans le poème intitulé Poison, composé de 4 quintiles, qui alternent alexandrins et heptasyllabes, Baudelaire énumère les poisons auxquels il recourt pour tenter d'échapper au spleen. Notre fil directeur cherchera donc à montrer comment il en montre les limites. On peut noter 3 grands mouvements dans ce poème. Une première strophe qui concerne le pouvoir du vin, la seconde, le pouvoir de l'opium, et les 2 dernières strophes, le pouvoir de la femme aimée. Le vin, c'est revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux, et fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. L'opium agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité, approfondit le temps, creuse la volupté, et de plaisirs noirs et mornes remplit l'âme, au-delà de sa capacité. Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts, lac où mon âme tremble et se voit à l'envers. Mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers. Tout cela ne vaut pas le terrible prodige de ta salive qui mord, qui plonge dans l'oubli mon âme sans remords, et charriant le vertige, la roule défaillante aux rives de la mort. La première strophe s'ouvre sur le substantif « le vin ». La place qu'occupe ce mot le met en valeur puisqu'il est placé au début du vers, au début de l'alexandrin. Par ailleurs, ce vin est sujet du verbe « savoir ». Le verbe « savoir » ici est employé au présent de vérité générale, ce qui donne au vin un pouvoir particulier, peut-être inattendu. Le vin a un pouvoir de métamorphose. Il est capable de métamorphoser le plus sorti de bouge, c'est-à-dire la laideur absolue. Ici, on a un superlatif, d'accord. Et le bouge en soi est déjà sordide, mais l'adjectif qui est antéposé ici vient renforcer encore l'image d'un lieu totalement abject. Donc, le vin, c'est donc métamorphoser ce plus sordide bouge en luxe miraculeux, et on voit ici qu'il y a une opposition très forte qui montre la puissance de cette métamorphose. Le vin est en quelque sorte un magicien. Dans la mesure où c'est l'adjectif miraculeux et que le miracle est de l'ordre du religieux, on peut penser que le vin a un pouvoir entre guillemets divin. D'ailleurs, néanmoins, il y a quand même une ambiguïté, enfin quelque chose qui vient un peu limiter cet effet. C'est le verbe revêtir ici, parce que revêtir fait référence à... Enfin, quand on se revêt de quelque chose, c'est qu'on se recouvre d'habit. Or, l'habit, c'est ce qui cache, en fait. L'habit, c'est ce qui recouvre. Et donc, on peut s'interroger et penser que ce luxe miraculeux, finalement, il n'est peut-être qu'une éphémère apparence, parce que l'état d'ivresse ne dure pas et donne l'illusion de quelque chose. Cette illusion qu'il donne et ce pouvoir qu'il a se poursuit au troisième vers, cette proposition qui est coordonnée, proposition indépendante qui est coordonnée, et fait surgir plus d'un portique fabuleux, etc. Fait surgir, ici, c'est aussi de l'ordre de la magie. Le magicien fait surgir la colombe de son chapeau. D'autant que plus d'un est la marque d'un pluriel. Il y a une profusion, presque, de portiques fabuleux. Or, qu'est-ce que ce portique fabuleux? Portique,
ça fait tout de suite penser au temple de l'Antiquité grecque. Ça peut aussi faire penser aux portes du temps. Et ça fait évidemment référence aux vastes portiques qu'on a dans les premiers vers de la vie antérieure dans les Fleurs du Mal. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, etc. Or, dans ce poème, il est bien question d'un rapport particulier au temps. Donc, est-ce que le vin est celui qui, justement, a le pouvoir de nier le temps, de nous faire passer d'un monde à l'autre, d'un espace à l'autre? En tout cas, il y a l'idée d'un pouvoir particulier. Dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux, c'est une métaphore, bien sûr, qui suggère la richesse créative du vin, la richesse de ses effets. C'est l'exaltation aussi, l'or et rouge, c'est l'exaltation de la couleur chez Baudelaire. Le rouge est une couleur très présente chez lui, mais aussi chez un artiste qu'il admire beaucoup, et qui est Delacroix. Donc dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux, le comme ici, la comparaison ici avec comme, c'est en même temps le rappel que cette vapeur rouge, elle est un soleil couchant. Donc quelque chose qui, à un moment, va disparaître. Et on retrouve l'idée qu'on avait plus haut de quelque chose qui peut-être n'est pas voué à durer, qui est éphémère. D'autant qu'on a comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. Ce ciel nébuleux fait peut-être et probablement référence à un réel qui menace davantage et surtout qui incarne le spleen. Le spleen toujours là et prêt à surgir dès que l'effet du vin va cesser. Donc, cette première strophe fait apparaître le vin comme un magicien capable de transformer le réel, ou du moins nous donner l'illusion du réel et d'en faire voir des richesses. Mais il reste néanmoins un paradis artificiel dont l'effet va disparaître. La deuxième strophe, elle, est consacrée à un autre poison, l'opium. L'opium, pareil, est placé en début de vers, donc à un endroit stratégique. Agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité, approfondit le temps, creuse la volupté, remplit l'âme. Bon. Mais nous avons une série ici de verbes d'état, au présent de vérité générale d'ailleurs, parce que ça devient une espèce de règle systématique de l'opium, agrandir, allonger, approfondir, remplir. En même temps, l'opium va donner à l'homme l'illusion qu'il est libéré du poids de sa condition humaine. Parce que cet opium a un pouvoir particulier, agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité. Or, c'est paradoxal, puisque comment imaginer... Déjà, imaginer l'infini, c'est pas possible. Mais imaginer l'allongement de l'infini, ça l'est encore moins, à moins d'être dans une perception totalement modifiée par une drogue. En même temps, curieusement, ce qui pourrait être libérateur, puisque ça ouvre les fenêtres en fait, en agrandissant ce qui n'a pas de borne, en approfondissant le temps et en creusant la volupté. Mais on a beau avoir tout ça, j'ai oublié ce verbe, on a beau avoir tout ça, d'accord, c'est-à-dire cette capacité de transformer le réel, l'effet ne va pas durer éternellement, et de plaisirs noirs et mornes, remplit l'âme au-delà de sa capacité. Et on s'arrêtera un instant sur la conjonction de coordination, qui associe en fait les deux choses, qui pourtant sont un peu paradoxales. Ici on voit l'oxymore, plaisirs noirs et mornes. Normalement, le plaisir, c'est pas noir et morne. Voilà. Donc, l'opium a cette capacité extraordinaire, et en même temps, il remplit l'âme au-delà de sa capacité de plaisirs noirs et mornes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? L'âme ne peut pas contenir tout ce qu'elle a exploré, et l'âme est remplie, finalement, de choses qui sont peu engageantes, qui sont les plaisirs noirs et mornes, font référence au spleen aussi. Donc, pour la deuxième strophe consacrée à l'opium, c'est comme pour la première consacrée au vin, on voit les limites de ce poison. Maintenant, ces deux poisons vont être opposés à un troisième qui est la femme, en tout cas le regard de la femme dans un premier temps. Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts, là que mon âme, etc. Alors, vous voyez, tout cela ne vaut pas. C'est-à-dire que les deux premières strophes, finalement, sont réduites à une négation. Les pouvoirs donnés au vin et à l'opium sont un groupe verbal à la forme négative, assez vague, tout cela. Tout cela ne vaut pas. Et donc la strophe va pouvoir décrire un autre poison plus puissant, les yeux de la femme aimée. Le tutoiement, tes yeux ici, marque l'intimité du poème, avec celle à qui il s'adresse, son amante. La subordonnée relative et la répétition qui découle de tes yeux verts, allonge le rythme de la phrase, donne l'impression que des yeux aimés s'écoulent réellement, découlent,
Mais découle quoi? Le poison. Donc il y a une forte ambiguïté bien sûr sur ce terme qui se retrouve très souvent chez Baudelaire. Par exemple dans l'invitation au voyage, les traîtres yeux. Les yeux de la femme sont dangereux. Lac où mon âme tremble et se voit à l'envers. Bon, c'est une métaphore assez classique, hein, les yeux qui sont des lacs, mais par contre, ils vont donner une impression de profondeur, de calme. Et le verbe trembler ici, mon âme tremble, va marquer la fragilité du poète, l'inquiétude qu'il a devant la femme aimée, et se voit à l'envers peut être interprété comme un double inversé du poète. Je pense que ce poète s'adresse à Marie d'Aubrain, hein, et donc il y a le désir de fusion, comme dans l'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Hein. Et donc il y a, en tout cas il y a fusion, et il y a une sorte de double, de double inversé. Mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers. L'imaginaire, hein, pour Baudelaire, l'imagination est la reine des facultés, les songes en font partie, hein, c'est les rêves, mais les rêves éveillés en quelque sorte. Et ces songes ici sont personnifiés, ils ont soif. Pour se désaltérer, on retrouve ça dans un hémisphère, dans une chevelure. Laisse-moi respirer longtemps, longtemps l'odeur de tes cheveux, plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l'eau d'une source. La femme est la source où l'on va chercher l'inspiration, l'imagination, et qui permet le voyage aussi. La femme, c'est là où on peut étancher sa soif d'idéal. Mais le lien à la femme est très ambigu, toujours dans les poèmes baudelairiens. Et ici, vous voyez bien qu'il y ait un pluriel, hein, et qu'on ait un enrichissement de l'imaginaire et du monde intérieur. Et donc, peut-être d'une éventuelle atteinte à l'idéal, pour se désaltérer à ces gouffres amers, eh bien, cet homme assoiffé, en fait, va boire dans les gouffres amers. Et les gouffres amers, ça rappelle quand même quelque chose qui est assez inquiétant, violent, satanique presque. Donc, gouffres amers, il y a une chute qui approche. Hein. Les gouffres, c'est des trous très profonds, au fond desquels on tombe. Et ces gouffres, en plus, sont amers, donc la douleur n'en sera que plus grande. Donc, le puissant poison que sont les yeux de l'aimer, les yeux verts de l'aimer, ne peut pas vraiment vaincre le spleen, puisque ce qui menace, c'est la chute vers les gouffres amers. La dernière strophe, ici, qui s'ouvre sur la reprise anaphorique de la précédente, hein, tout cela, et on l'avait déjà ici, tout cela ne vaut pas. Donc tout cela ne vaut pas, c'est une gradation dans le pouvoir de la femme, dans le degré de danger du poison qu'elle distille. Terrible prodige est oxymorique aussi, parce que ça associe la magie, qui est de l'ordre qui est le prodige, hein, qui est de l'ordre de la magie, et l'angoisse terrible. Terrible prodige, de ta salive qui mord, c'est la violence charnelle, sensuelle de l'étreinte. Ta salive, on a toujours le possessif, hein, comme tes yeux, enfin ta salive est le sujet du verbe mordre, et la salive devient le poison. Quel pouvoir a ce poison? C'est que ces coups de croc dans l'âme du poète prennent possession de lui, et plonge dans l'oubli mon âme sans remords. Et on pense ici à un autre poème de Baudelaire, qui est le poème du Lété, hein. Pour engloutir mes sanglots, etc. L'oubli puissant habite sur ta bouche, et le Lété coule dans tes baisers. La femme devient, en quelque sorte, un fleuve d'oubli. Et l'oubli de cette vie où on est confronté au spleen. Et charriant le vertige, la roule défaillante aux rives de la mort, et toujours hein, la coordination, comme si toujours venait se surajouter quelque chose. Charriant, ici, participe présent, appartient au lexique fluvial. Hein. Un fleuve déchaîné, un torrent, on dira qu'il emporte tout sur son passage en charriant les arbres, les maisons, ce que vous voudrez. D'accord ? Lui, ici, enfin elle, puisque c'est la salive, elle charrie le vertige. Et le vertige, c'est le désir, c'est le plaisir aussi. Donc cette femme est la source d'un plaisir, mais en même temps, la roule défaillante aux rives de la mort. Finalement, l'âme est passive, puisqu'on a ici la roule. La place du pronom complément, hein, ici en tête de phrase, ça c'est le pronom complément. La place du pronom complément en tête de phrase montre qu'il y a une passivité de l'âme qui est brinque-ballée par le désir, en fait, et par la puissance du poison de la femme.
Les deux derniers vers associent, comme souvent aussi chez Baudelaire, Eros et Thanatos. Cette défaillance, c'est à la fois, c'est celle de l'état orgasmique, hein, quelque part, et en même temps, donc, on a l'association d'Eros et Thanatos, puisque c'est la mort. Hein. L'amour et la mort, le désir et l'amour du poète pour l'aimer, sont un poison qui apporte l'oubli, mais finalement, ça le rejette aussi dans le spleen. Il n'arrive pas à sortir de ce spleen malgré tout, malgré cette tentative de se perdre dans l'autre, dans la relation charnelle, dans le désir. Et le dernier mot du poème, donc, la mort. Ainsi, dans ce poème, ni le vin, ni l'opium, ni la femme aimée ne sont des poisons assez puissants pour atteindre pleinement à l'idéal. Ce poème va donc montrer la limite des paradis artificiels. Ces expériences sont nécessaires mais non suffisantes. Ce paradis perdu, cet idéal que les hommes recherchent en vain, le poète, en tout cas tel que Baudelaire le conçoit, peut l'atteindre par le travail artistique. Il donne ainsi un sens à la douleur, elle est ce qui permet de créer et d'atteindre le beau. Faute d'atteindre au paradis perdu, l'homme pourra au moins par l'art atteindre un paradis esthétique, et échapper ainsi, au moins provisoirement, aux conséquences de la chute, la solitude, la finitude, et ce spleen atroce et despotique, hein, comme il est dit dans Spleen 4. Donc chez Baudelaire, c'est par la littérature que peut s'épanouir la beauté, et les poisons, finalement, ce ne sont qu'un prétexte au surgissement de cette beauté esthétique, littéraire.